Je pars du principe justement qu'après le marché de la musique, de la vidéo, de la photo, le marché du livre et de l'édition est directement impacté aujourd'hui par le numérique. C'est un marché qui, nous verrons, a des spécificités quand même bien précises, le marché du livre, ne serait-ce qu'historiquement par rapport aux autres. Et donc j'essaye d'appliquer certaines recettes seulement, d'adapter certains outils de la prospective, qui en général s'appliquent dans des domaines plus, disons entre guillemets, plus durs, industriels ou financiers, de les appliquer, de les adapter au domaine du livre et de l'édition, en tenant compte des spécificités donc, de ce dernier secteur, afin de voir comment la situation peut évoluer à court, moyen et plus long terme. J'introduis, si vous voulez, dans la démarche prospective, qui ne se fait pas forcément dans les autres secteurs, ce que j'appelle une dimension transhistorique, c'est-à-dire, bon, je vois dans le présent aujourd'hui ce qui se passe, et je vais dans le passé, enfin, pour le changement d'interface, on va parler tout à l'heure des changements d'interface de lecture, quand on passe, donc, comme vous le savez, du papier, du livre imprimé, par exemple aux tablettes e-paper, vous savez, comme le Kindle d'Amazon, on passe à l'iPhone, on passe à l'iPad d'Apple pour lire. Bon, on peut voir des similitudes à quand nos braves ancêtres romains sont passés du rouleau de papyrus à la forme codex, c'est-à-dire au livre relié, si vous voulez. Voilà, donc quand on change, voir qu'est-ce qui se passe dans une société quand les scripteurs et les lecteurs passent d'un support à un autre. Nous essaierons de voir, au-delà des transformations qui sont induites sur le marché du livre par la digitalisation, s'il s'agit, à propos d'une métaphore un petit peu numérique, on est justement par rapport, on est obligé de se positionner par rapport au numérique. Donc on sera voir s'il s'agit, si on peut dire, d'une reconfiguration, en quelque sorte, si l'arrivée du numérique va reconfigurer le marché du livre, ou un reformatage, quand on parle d'un reformatage d'un disque dur, par exemple, c'est si vous reformatez votre disque dur, vous effacez tout ce qu'il y a. C'est un petit peu table rase. Donc est-ce qu'il s'agit d'une reconfiguration ou d'un reformatage avec cette question donc des intermédiations et nouveaux médiateurs. Le deuxième point, nous verrons les impacts et les continuités des ruptures générationnelles, parce que ça joue bien sûr, je pense, dans tous les secteurs concernés par le marketing, et ça joue en plein, vu surtout ce que j'évoquais tout à l'heure, le nouveau dispositif de lecture, la numérisation, ça joue en plein pour tout ce qui est écriture, lecture. On voit précisément du 10 août 1981, donc vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui, et qui pose le principe d'un prix unique de vente, c'est-à-dire, un prix unique, ça peut être unique, bien sûr, vous avez rendu compte, son même prix, mais ça veut dire que c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre. C'est l'éditeur qui décide, ben voilà, mon livre, je le mets sur le marché à tel prix, et quel que soit le circuit de distribution, qu'il soit vendu en grande surface, soit vendu en librairie, soit vendu sur Internet, mon livre, il est à tel prix, avec un rabais maximum que peut pratiquer les détaillants de 5%. La proposition a été faite, pareil, récemment, sur octobre 2010, pour un prix unique du livre numérique. Parce que la question, justement, c'était que les livres, surtout les livres numérisés, c'est-à-dire les versions numérisées des livres imprimés qui sont en vente dans le commerce sous forme papier, de savoir qui allait décider de leur prix. Vous avez peut-être entendu que les livres numériques aux États-Unis vendus par Amazon sur son dispositif Kindle étaient pratiquement systématiquement, alors maintenant bon, ils ont mis un petit peu d'eau dans leur vin si je puis dire, mais étaient à 9,90 $, 9,99 $, je sais plus. Voilà. C'est-à-dire que si aujourd'hui les éditeurs français laissaient le choix du prix à des distributeurs comme Amazon, comme Apple, comme Google, qui va lancer prochainement Google Édition, qui sera en fait un service de librairie en ligne, ils vont se retrouver, ils sont français, vont se retrouver avec des prix à quelques euros le livre numérique, alors que l'équivalent en livre papier vaudra dans les 18 €, 20 €. Voilà. Et donc l'édition, assez légitimement il faut reconnaître, veut préserver cette possibilité que ce soit l'éditeur qui fixe le prix du livre. D'où donc ce projet de loi pour que le prix unique soit aussi adapté et adopté sur le marché du livre numérique. Alors la loi est passée, une proposition de loi a été adoptée par le Sénat
le 26 octobre 2010. Alors, pour le marché, pour ces questions de TVA, il y a une définition fiscale du livre, tout simplement, et c'est celle qui donc s'applique, c'est celle qui fait autorité, car c'est cette définition fiscale qui détermine si le produit peut bénéficier du taux de TVA réduit à 5,5 au lieu de 19,6 ou pas. Alors, en fin de compte, c'est le Code général des impôts, un article 278 bis, que vous trouverez facilement, je pense aussi, qui définit ce qu'est un livre imprimé. Et qui dit tout simplement, c'est très court, un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. Alors pour l'instant, on distingue le livre numérisé, dit homothétique, qui est tout simplement, si vous voulez, un e-book, un livre numérisé, qui est une copie, en fin de compte, qui est une numérisation, un scan, comme si vous passiez, les pirates qui amusent à le faire, si vous passez votre livre imprimé sur un scanner, vous avez une version numérique du livre. Donc ça, pour l'instant, le livre numérisé, vous entendez, homothétique, c'est une reproduction, en fin de compte, d'un livre imprimé. Ou, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est là où pour le prix du numérique, il y a déjà un petit peu de flottement, ou bien c'est une version nativement numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une impression papier, dès le départ votre livre est au format numérique, mais il n'apporte rien de plus par rapport à ce qu'apporterait une version imprimée. La chaîne du livre, voilà la chaîne du livre traditionnelle, donc telle qu'on l'avait, telle qu'elle a émergé, si vous voulez, du 19e siècle, de la révolution industrielle, et que nous l'avons eu tout au cours du siècle précédent, c'est le 20e siècle. Et on partait, c'est une chaîne linéaire, horizontale, auteur, éditeur, imprimeur, diffuseur, distributeur. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. Le diffuseur, c'est celui qui va chez les libraires et sur les points de vente pour placer le livre. Voilà, pour dire au point de vente, voilà, telle maison d'édition que je vous représente, elle sort tel et tel livre, combien vous en prenez, voilà, on le sort à telle date, pour être livré à telle date, etc., etc. Ça, c'est le diffuseur. Le distributeur, c'est celui qui s'occupe des flux physiques, c'est celui qui va à l'entrepôt, qui va chercher les livres à l'imprimeur, qui les amène dans son entrepôt de distributeur et qui après les dispatche avec des camionnettes, des fourgonnettes sur les différents points de vente et qui fait remonter la facturation à l'éditeur. Il s'occupe des flux physiques, si vous voulez, le distributeur. Ensuite, les points de vente, ou en tout cas de lecture, librairie, bibliothèque, et puis le maillon final, le lecteur. Ça, c'était assez simple comme chaîne. On arrive aujourd'hui, en passant de la chaîne du livre papier, vous allez voir, on va regarder des choses de plus en plus extraordinaires, dans le sens qui sort de l'ordinaire. Là, c'est une représentation qui explicite le passage de la chaîne du livre papier, enfin qui essaye d'expliciter, de représenter le passage de la chaîne du livre papier à la chaîne du livre numérique. Donc à gauche, vous avez à peu près la chaîne que je vous décrivais tout à l'heure, et à droite, on voit que les entrepôts, c'est-à-dire l'équivalent distributeur, on voit qu'il y a un agrégateur, je vous parlerai tout à l'heure de ce dont il s'agit. On voit qu'ils ont gardé le poste libraire, alors que nos amis libraires ont de gros soucis à se faire. Une dizaine de librairies parisiennes, là, cette semaine, ont été équipées de bornes pour que les lecteurs viennent. On part du principe, c'est le cas, que de plus en plus de gens vont être équipés d'un nouveau dispositif de lecture. Comme aujourd'hui, vous avez tous, je pense, un téléphone. Dans les 5 ans à venir, tout le monde aura un nouveau dispositif de lecture. Et donc, téléchargera, quand vous téléchargez de la musique sur iPod ou autre, téléchargera, en fin de compte, des livres numériques. Alors, pour l'instant, ils équipent des librairies avec des bornes de téléchargement. Personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, je suis assez dubitatif. Je ne vois personne autour de moi aller chez un disquaire pour télécharger ses musiques sur son iPod ou autre. Je ne vois personne aller dans une boutique de loueurs de cassettes vidéo qui sont en train de tous fermer boutique. Je ne vois personne aller là pour télécharger sur une clé USB ou je ne sais quoi, ou son lecteur DVD pour télécharger un film. Donc je ne vois pas a priori pourquoi les gens iraient télécharger des livres numériques chez les libraires. Donc ils ont des soucis à se faire. Là, vous voyez ce qui est le plus intéressant dans ce schéma de droit chaîne numérique, c'est quand même cette flèche directe qui montre quand même que l'auteur ou l'éditeur peut avoir directement accès avec le numérique au consommateur.
trois niveaux de mutation. Un premier niveau au niveau des pratiques de lecture, d'écriture et d'apprentissage. Deuxième niveau de mutation au niveau des nouveaux dispositifs de lecture. Troisième niveau de mutation au niveau du marché du livre. On a vu TVA, prix unique du livre. Et là, donc, avec la restructuration de la chaîne du livre. Avec trois derniers points que je voudrais évoquer là-dessus. Le premier, c'est donc, je disais tout à l'heure, je vous parlais, vous voyez dans les silos, les deux silos que j'avais tout à l'heure, le passage de la distribution de livres physiques aux e-plateformes. Les e-plateformes de distribution de livres numériques, vous vous rendez bien compte que ça va être les nœuds vitaux de la nouvelle économie qui va se mettre en place, parce que c'est là que vont transiter les livres numériques entre l'éditeur ou l'auteur-éditeur qui les met à disposition, et puis les librairies ou les bibliothèques en ligne, ou les lecteurs qui les téléchargeront directement. Alors il y a pour l'instant en France, il va y avoir 19 sur une vingtaine de nouveaux dispositifs de lecture seulement pour les e-paper qui vont être commercialisés. Nous avons aussi une vingtaine déjà de plateformes de diffusion de livres numériques. Aujourd'hui, avec le passage de l'édition imprimée à l'édition numérique, on va peut-être arriver à un autre modèle. On va revenir peut-être vers une langue unique, c'est-à-dire on va faire peut-être de plus en plus de livres dans une langue unique qui ne sera plus le latin, mais qui sera l'anglais, et de moins en moins de livres numérisés dans les différentes langues nationales, peut-être. Peut-être, c'est un modèle possible. Un autre modèle possible, on se rend compte dans les pays en développement et les pays émergents, que le numérique facilite l'édition. C'est-à-dire les éditeurs papier, par exemple, dans les pays africains, avaient très difficilement accès au papier, ils n'avaient pas les moyens financiers d'imprimer les livres papier, de gérer les stocks, les flux physiques de livres, de gérer les invendus de livres imprimés. Alors que là, avec le numérique, ils peuvent pour un coût beaucoup moins, je parlais tout à l'heure des économies d'échelle, des prix de revient, livre papier, livre numérique, ils peuvent là, plus facilement, pour un coût de moins, ils peuvent imprimer des livres numérisés. Et ils peuvent les imprimer dans leur langue, et non plus dans la langue de l'ancien colonisateur, que ce soit en anglais ou en français. Donc là, dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement, on se rend compte que le numérique, plutôt, favoriserait le développement des langues nationales. Il y a des continuités et des ruptures générationnelles à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le changement naturel des générations de lectrices et de lecteurs. Nous voyons aujourd'hui, je disais qu'un des premiers niveaux de mutation tout à l'heure était les nouvelles pratiques de lecture, d'écriture, d'apprentissage. Actuellement, avec l'iPhone, avec l'iPad, nous avons les premières générations qui arrivent, c'est-à-dire des petits de 4, 5, 6 ans aujourd'hui, qui commencent à faire leur apprentissage de la lecture et de l'écriture sur des applications, sur des iPhones et des iPads. Alors ils font aussi en parallèle, ils ne font pas que sur ces nouveaux supports, ils font aussi encore toujours, bon, ne serait-ce qu'à l'école, sur des livres, des manuels papier traditionnels. Donc on voit que ces surfaces tactiles, ces interfaces tactiles sont très intuitives et que les tout jeunes enfants les adoptent très rapidement, très facilement. Et là donc nous sommes dans les premières générations, et donc première génération de futurs lecteurs qui commencent à faire leur apprentissage sur ces nouveaux dispositifs. Et dans quelques années, nous serons avec une génération qui fera ses apprentissages de lecture, d'écriture que sur ces nouveaux dispositifs. Ça veut donc dire qu'à terme, nous allons avoir dans quelques décennies des lecteurs qui spontanément, pour lire, pour écrire, ne se tourneront plus vers l'imprimé. Parce qu'ils auront fait leurs apprentissages sur des nouveaux supports. Ça veut donc dire aussi que les générations, si vous voulez, qui ont aujourd'hui une trentaine d'années, ou peut-être jusqu'à 25 ans, on peut faire, les générations qui ont fait leur apprentissage sur des supports traditionnels imprimés, vont garder, peut-être, pour certains d'entre eux, au moins en partie, mais pour certains usages, pour la lecture plaisir, ou pour certaines lectures professionnelles, pour l'apprentissage, pour vraiment pouvoir se concentrer et tout, ils vont rester peut-être fidèles à l'imprimer, soit l'impression à la demande, soit imprimer eux-mêmes, soit quand même en se tournant vers ce qu'il pourrait y avoir comme marché du livre imprimé.